Et en fait, entrepreneur, c'est deux choses. Entrepreneur, je vous le disais au début, c'est un type à Harvard qui a écrit un article et qui a dit « C'est fou, j'observe que des gens arrivent à écrire, arrivent à faire, arrivent à fabriquer avec très 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 peu de moyens. Ce qui demande à une entreprise A des centaines de millions, ce type arrive à le faire pour quelques millions parce qu'il a l'énergie, parce qu'il est différent, parce qu'il a la bonne éducation, parce qu'il a le bon moral, parce que c'est un héros. » Et la phase 1 de tout phénomène, c'est la déification des gens qui le font. Si vous prenez par exemple le sport, 2000 ans d'histoire du sport, la phase 1 c'est quoi? C'est dans la Grèce antique, les sportifs sont les demi-dieux qui vivent parmi nous. Et puis petit à petit, le sport, en 2000 ans, s'est démocratisé, et ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de Usain Bolt. Évidemment que Usain Bolt a des caractéristiques de dieu grec qui court plus vite que les autres, et qui arrive même à se retourner derrière pour narguer avant la ligne. C'est très grec, ça. C'est très tragédie grecque, ce truc. Mais de l'autre côté, si je vous demande ici qui fait du sport plus d'une fois par semaine, levez la main. Voilà. Moi, je ne lève pas la main, merci. Je suis très content du soutien. Ça, c'est la génération d'après, on est les rebelles. Vous voyez, en 2000 ans, on est passé d'un monde où seuls les enfants et les professionnels faisaient du sport à tout le monde fait du sport. Et il y a plein de phénomènes comme ça. Par exemple, l'écriture et la lecture. Au XVIe siècle, il y avait des débats délirants, c'était un peu les polémiques de l'époque, sur est-ce qu'il faut que les gens savent lire et écrire? Est-ce que c'est nécessaire? Et il y avait beaucoup de gens très 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 intelligents qui disaient non, il faut que seulement les nobles savent lire et écrire. C'était déjà une idée un peu bizarre d'ailleurs, parce qu'on disait finalement pourquoi les nobles auraient besoin de savoir lire si leurs servants savaient lire. Et alors il y a une histoire un peu célèbre que j'adore avec le comte de Provence et l'archevêque de Marseille, où le comte de Provence voulait le palais de l'archevêque de Marseille. Et l'archevêque ne voulait pas lui filer son palais en lui disant « Dégage mec, c'est ma baraque, enfin, tu me fais quoi ?» Et donc le comte de Provence a été corrompre le secrétaire de l'archevêque, qui lui écrivait ses lettres. Et quand l'archevêque dictait des lettres aux grands seigneurs de la région, le mec changeait les mots, parce que de toute façon le mec ne savait pas lire. Donc ça donnait un truc du genre faites part de mes amitiés au baron de je sais pas quoi. Et le mec devait écrire « va te faire foutre, bâtard ». Et puis au bout d'un moment, les mecs en avaient tellement marre de se faire insulter qu'ils sont venus, ils ont rasé l'archevêché, ils ont tué l'archevêque, et puis l'autre, il a pu s'installer dans sa baraque. Et ce jour-là, les nobles se sont dit « tiens, c'est quand même pas mal de pouvoir relire les courriers. On va apprendre à nos enfants à lire et écrire ». Puis au XVIIIe siècle des Lumières, les gens ont dit « ah, ce serait cool que tout le monde sache lire ». Et il y avait des idées fortes là-dedans. Les philosophes des Lumières disaient l'émancipation, l'autonomie, la connaissance, la liberté, la justice, le sentiment d'appartenance, la société. Vous savez, tous ces grands concepts qui nous sont très chers aujourd'hui, en fait, c'est des types qui les ont écrits sur papier et qui se sont battus. À l'époque, quand vous disiez que tout le monde doit apprendre à lire et écrire, les gens disaient bof. Et puis tout le monde a dit bof jusque milieu du 19e siècle, où il s'est passé un truc incroyable, c'est qu'on a ouvert plein d'usines. Et dans les usines, on avait besoin d'ouvriers. Et ces ouvriers, ils avaient besoin de deux compétences fondamentales. Lire les instructions et compter la recette. Donc tout le monde a appris à lire et écrire. Vous savez pourquoi vos grands-parents lisent et écrivent et comptent aussi bien? Parce que c'était les deux seules compétences dont ils avaient besoin. Donc l'école était obsédée par ça, parce que si vous étiez ouvrier à l'usine, il fallait absolument savoir compter correctement pour le patron et écrire correctement pour le patron, parce que sinon, l'usine ne tournait pas. Il n'y avait pas d'ordinateur, de process automatique, etc. Et donc, l'ensemble de l'institution a rencontré cette pulsion des Lumières et s'est mis à apprendre à lire et à écrire à tout le monde. Et aujourd'hui, beaucoup de gens savent lire, il reste quelques pourcentage de la population qui ne savent pas lire, mais en moins de 100 ans, on est passé de 4 à 5% des gens qui savent lire à 97 ou 98%. Et bien l'entrepreneuriat, c'est la même chose. Pourquoi c'est la même chose?
Pourquoi l'entrepreneuriat, c'est le nouveau sport? Pourquoi l'entrepreneuriat, c'est la nouvelle lecture? Pourquoi l'entrepreneuriat, c'est tout ça? Parce que il se passe 3 phénomènes. Phénomène numéro 1, la compétition est de plus en plus dure. Les barrières sont de plus en plus faibles. Aujourd'hui, quand vous êtes dans une entreprise, la probabilité que votre rente ou que votre avantage comparatif ne suscite pas l'excitation de quelqu'un d'autre est très faible. Pourquoi Free Mobile existe? Free Mobile existe parce que Orange, Bouygues et SFR se sont gavés sur notre dos à tous pendant des années. Résultat, un jour, un type peut dire « ta marge, c'est mon opportunité ». C'est la devise de Jeff Bezos, by the way. « Your margin is my opportunity ». Bon, très bien. Mais pourquoi on se dit alors, pourquoi Orange ou Bouygues, etc., n'ont d'abord pas baissé leur prix? Parce que c'était tentant. C'est toujours compliqué de faire les choses en prévision d'un futur qui n'existe pas encore. Et deuxième chose, c'est pourquoi une fois que ça arrive, pourquoi ils ne descendent pas plus leur prix? Et là, c'est un truc hyper intéressant. C'est que les structures entrepreneuriales sont toujours dures à modifier et plus faciles à créer. Ça s'appelle le pouvoir de la feuille blanche. On était pendant longtemps dans un monde où avoir quelque chose qui existe déjà avait plus de valeur que créer quelque chose de zéro. Pourquoi? Parce qu'il y avait besoin de beaucoup d'actifs pour créer quelque chose. Il y avait besoin d'argent, il y avait besoin de ressources, il y avait besoin de moyens. Sauf que maintenant, créer quelque chose, ça coûte moins cher que l'entretenir. Ça n'a jamais été aussi facile de créer une boîte, ça n'a jamais été aussi dur de la maintenir. Pourquoi? Parce qu'une fois que vous avez pris une décision initiale, c'est dur de changer. Si vous vendez votre abonnement téléphonique à 100 €, c'est très dur de le vendre à 60. Parce que vous avez construit toute votre entreprise, les coûts, les salaires, les fournisseurs, les contrats, etc., en ayant en tête une hypothèse qui était l'argent que vous facturiez. D'ailleurs, by the way, c'est pour ça que c'est toujours plus facile de monter un prix que de le baisser. Les gens disent toujours « c'est plus facile de baisser un prix ». Non, c'est très dur de baisser un prix. Parce que pour baisser un prix, il faut changer la structure de l'entreprise. Il faut changer la culture des gens, il faut changer les salaires, il faut changer les coûts, il faut changer tout ça. Donc, vous êtes dans un monde où, comme les gens peuvent créer sur une feuille blanche quelque chose de nouveau, le nouveau sera toujours plus courant que le maintien de l'ancien. La deuxième chose, c'est qu'on est dans un monde où non seulement la concurrence est de plus en plus dure, mais chaque nouvelle génération a exponentiellement plus accès au savoir que la génération précédente. Prenons un phénomène comme coup d'État. Un entrepreneur qui regardait les vidéos de coup d'État il y a 5 ans avait un avantage comparatif sur le reste du marché délirant. Mine de rien, il y a 5 ans, ce que je disais, c'était quand même assez étonnant. Surtout en France et en français. Bon, aujourd'hui, tout le monde dit ça. Je veux dire, maintenant les officiels organisent des barbares attaques, les grands groupes ont des labs, tout le monde a son incubateur, je sais pas, enfin, tout le monde a adopté les codes. Donc, c'est de plus en plus dur d'être un pirate. C'est de plus en plus dur d'être rebelle. C'est de plus en plus dur d'être marginal. Et si c'est de plus en plus dur d'être rebelle, marginal et pirate, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde a les outils et tout le monde peut utiliser le savoir disponible.